mouvement qui est né aux États-Unis, en Angleterre, du coup c'est plutôt anglo-saxon. Hein. Et en gros, c'est de pouvoir emmener cette médecine qui est très peu chère, puisque les aiguilles c'est vraiment pas grand-chose, dans les classes populaires. Puisqu'aujourd'hui, le constat il est qu'une séance d'acupuncture ça coûte 50 €, 40 €. C'est pareil aux États-Unis, c'est pareil en Angleterre. C'est assez paradoxal d'avoir une médecine si peu chère qui finalement est aussi chère, quoi. C'est un mouvement qui est né plutôt dans les années 90. C'est vraiment visé pour les classes populaires, pour ceux qui n'arrivent pas à avoir accès à ce genre de soins-là. C'est parti d'un constat assez simple, c'est qu'en Chine, la médecine elle est divisée en deux, quoi. Donc d'un côté il y a la médecine allopathique telle qu'on la connaît dans nos pays industrialisés, et à côté il y a la médecine chinoise. Et du coup une séance d'acupuncture par exemple en Chine ça coûte l'équivalent d'1 €. Donc voilà, c'est un peu parti de ça. Il faut comprendre que c'est un mouvement qui est très marginal. Même au sein des acupuncteurs, il y en a beaucoup qui vont dénigrer ce mouvement-là. Puisque dans une séance, on va pouvoir traiter plusieurs personnes en fait. Et du coup, aux États-Unis, en Angleterre, ça reste marginal. Et en France, c'est plus que marginal en fait. On est au niveau de l'initiative personnelle, l'initiative locale. Avec un camarade, on a ouvert des séances au sein du CSA, du coup du Centre social autogéré qui a été ouvert par la CREA l'an dernier. On a pratiqué depuis janvier 2017. On a eu pas mal de monde. Ça a été très bien accueilli. Du coup, c'était plutôt dédié à tous les galériens quoi, qui en ont marre du système de santé, qui n'ont pas de sous pour pouvoir se soigner, pour ceux qui ne trouvent pas de solution à leurs problèmes par la médecine allopathique, et aussi pour toutes les personnes sans papier et qui galèrent avec les institutions françaises et qui ont du mal à aller vers les CHU ou ce genre d'instituts, quoi. Pour nous, c'est important d'avoir un soin gratuit, puisqu'en fait ça change complètement la relation entre celui qu'on appelle aujourd'hui patient, on déteste cette détermination, et celui qui est le détenteur du savoir, quoi. Il n'y a pas vraiment de détenteur de savoir et de personne patiente dans une relation de soins. Dans une relation de soins, il y a deux personnes qui sont là et qui partagent quelque chose. C'est pas un partage monétaire qu'on veut mettre en place, on veut carrément le sortir de cette équation-là. Pour nous financer, on a recours au vendredi de la solidarité avec la CREA. Donc on en avait organisé un, ça nous a suffi pour payer le matériel pour toute l'année quasiment. On peut avoir deux retours, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont complètement comprendre cette initiative, qui vont comprendre le message que la santé, elle passe déjà par soi-même, c'est-à-dire que une personne sait très bien quel aliment lui fait du bien, quel aliment ne lui fait pas du bien, quelle activité lui fait du bien ou pas, quel genre de relation sociale lui fait du bien ou pas. Et il y a d'autres personnes qui, trop habituées peut-être au système actuel, qui est complètement monétaire, ne mettent pas de valeur à un soin s'il n'est pas payant. Notre activité, elle ne repose pas que sur l'acupuncture, elle repose aussi sur une critique du système actuel. Et en fait, le système actuel, il a été mis en place pour couper du savoir populaire souvent. Par exemple, on va dénigrer les gens qui vont utiliser les remèdes de grand-mère. Alors qu'en fait, finalement, les remèdes de grand-mère, des fois, ils sont pas si mauvais que ça, quoi. Ils ont subi des millénaires, des tests, et ils marchent, quoi. Donc, par exemple, les ventouses, c'est vraiment une technique très populaire qui a été utilisée de partout. Quand on va dans les vides-greniers, on trouve des ventouses que les petits-enfants vendent parce qu'ils ont vidé le grenier du grand-père et ils savent pas ce que c'est, ils savent même pas à quoi ça peut servir, quoi. C'est les ventouses, par exemple, on trouve des traces de l'utilisation en Afrique, en Asie, en Europe, partout, quoi. Alors ça, pour nous, c'est vraiment essentiel de pouvoir donner une autonomie aux personnes dans le soin. Dans mes consultations, je recommande souvent l'utilisation de la bouillotte. La bouillotte, ça ne sert pas qu'à chauffer les pieds l'hiver. Pour toutes les tensions musculaires, par exemple, on peut l'utiliser, ça marche très très bien et ça coûte rien du tout. Est-ce que les médecines alternatives peuvent substituer la médecine actuelles, non, mais elles peuvent très bien se combiner les unes et les autres. Et après, il y a autre chose que je voulais souligner, c'est qu'on parle souvent de médecine traditionnelle pour décrire notre médecine, qui est en fait la médecine allopathique, la médecine pharmaceutique.
Alors que la médecine traditionnelle, c'est la médecine populaire, quoi. C'est la médecine des plantes, c'est la médecine des savoirs et des remèdes de grand-mère. Je ne critiquerai pas l'avancée des médicaments, l'avancée des techniques de chirurgie. Je ne veux pas tomber dans ce cliché-là. Par contre, c'est sûr que la médecine institutionnalisée et dirigée par une classe de personnes ne répond pas du tout aux attentes de la population en général, puisqu'elle marginalise certaines personnes, elle met dans des cases d'autres personnes, et en fait on finit par avoir un système médical qui nuit à la santé. On finit par avoir des médicaments qui sont testés pendant 6 mois et à la va-vite et qui sont mis sur le marché, qui derrière en fait on se rend compte qu'ils ont créé plus de problèmes qu'ils n'ont solutionné. La médicalisation, elle est présente à outrance dans notre société et en fait on n'a plus besoin d'être malade pour devenir un patient. La médecine c'est comme quelque chose qu'on ne peut pas toucher en fait. On a peur du charlatan, on a peur des saignés, on a peur de celui qui ferait pas bien, alors qu'en fait on se rend compte que même dans la médecine allopathique il y a de nombreux cas où ils gèrent pas quoi. Par exemple, il y a l'histoire du cancer de la prostate. Le dépistage du cancer de la prostate engendrait des cancers de la prostate. En pourcentage, c'était vachement plus élevé dans les populations qui se faisaient dépister. Alors on ne comprenait pas pourquoi, d'où ça venait. Est-ce que c'était le stress induit par ce dépistage, ce qui est possible. Et en fait, finalement, ils ont découvert il y a quelques mois que c'est le produit qu'ils injectaient dans le corps qui créait un nouveau cancer. C'est assez difficile en fait d'arriver à avoir une idée assez claire de quel genre de médecine on voudrait pouvoir disposer. Mais en fait, dans ma phrase, je viens de donner aussi la solution, c'est-à-dire que nous voudrions disposer de quelque chose et nous ne voudrions pas qu'on nous impose quelque chose. Tandis qu'aujourd'hui, l'institution médicale nous l'impose. Aujourd'hui, on est passé de 3 vaccins à 11 vaccins obligatoires. Ouais, il y a beaucoup d'initiatives qui sont en train de voir le jour, de techniques populaires, de partage de savoir. C'est quand même principalement dans les réseaux autonomes qu'on trouve ça, parce qu'il y a aussi cette critique de la médecine institutionnalisée. Il y a aussi la volonté de se réapproprier des savoirs populaires et l'envie aussi de faire sans les institutions, bien évidemment. Au sein de ces réseaux, oui, il y a pas mal d'initiatives qui sont mises en place. Ça regroupe vraiment toutes sortes de techniques médicales en partant de l'herboristerie qui, au passage, a été interdit par Pétain en 1941. C'est toujours interdit. Il y a des techniques d'hypnose, les techniques d'acupuncture, les techniques de massage. Ensuite, il y a la case de santé, par exemple, à Toulouse, qui, eux, font un super boulot, qui restent dans la médecine allopathique, mais qui ne surmédicalisent pas leurs patients. Par exemple, quelqu'un qui va à la case de santé avec un rhume, il va repartir avec une prescription de tisane, de miel et de citron. On peut parler, oui, des street medics. Les street medics, du coup, qui agissent, eux, dans les manifestations pour venir en soutien aux manifestants qui se font caillasser, enfin, qui se font torturer par les forces de l'ordre. Il y a aussi le mouvement Gynépunk qui est très intéressant. Et du coup, c'est la réappropriation de la gynécologie par les femmes. Puisque la gynécologie a été... il y a eu une mainmise de la classe des hommes, des médecins hommes, au début, fin 19e, début 20e, qui ont repris tous les savoirs populaires des sages-femmes, qui ont repris tous les savoirs populaires féminins, du coup, et qui se sont réappropriés ça et qui ont imposé leur vision de la gynécologie aux femmes, ce qui est complètement aberrant. Je voulais parler aussi d'une autre personne qui pratique l'acupuncture un peu dans le même genre d'idée, mais là c'est vraiment acupuncture humanitaire, donc c'est Lise Bogossian, c'est quelqu'un qui est assez reconnu dans le milieu, qui elle part faire des missions en Irak, en Syrie, dans les zones de guerre. Elle est allée de nombreuses fois à la jungle de Calais. Et elle a une très bonne critique aussi sur la médecine humanitaire, puisqu'elle part avec un bus qu'elle a financé elle-même. Elle part avec 1 ou 2 personnes qui l'accompagnent pour faire les soins. Et en gros, avec 10 000 €, elle va soigner autant de personnes. Il n'y a pas besoin de millions et de millions pour pouvoir aller apporter une assistance à des populations qui vivent sous le joug de la guerre et qui vivent
qui vit des situations de détresse totale. Pour vous conseiller un bouquin, j'en ai un vraiment qui est génial, qui pour moi a été un pilier de toute ma réflexion sur ce qu'est la médecine et ce qu'est la santé. C'est un bouquin de Ivan Illich, qui s'appelle Némésis médicale. Après, sinon, il y a un autre bouquin de Dupuis qui est L'invasion pharmaceutique, sage-femme et infirmière. Ça parle des savoirs populaires, en fait, et de la médecine telle qu'elle était pratiquée au temps des sorcières. Retrouvez Frix sur la page Facebook du collectif Libre et Heureux.